Professeur Brahim Mouhouch, bonjour. Bonjour madame. Alors l'eau, c'est devenu une préoccupation majeure, une question stratégique en Algérie et dans le monde où on parle de plus en plus du phénomène de la sécheresse. Professeur Mouhouch. Oui, surtout pour cette année, parce qu'on attendait à ce que, au moins ce début avril, qu'il y ait un peu de pluie, ce qui était prévu d'ailleurs par la météorologie, malheureusement jusqu'à maintenant. L'anticyclone des Açores n'est pas clément avec nous, malheureusement. Et si ça continue comme ça, l'année agricole risque d'être un peu éméchée. Alors, mais l'eau, c'est devenu aujourd'hui une préoccupation majeure à travers le monde entier. On parle de sécheresse. Professeur Il n'y Mouhouch. a pas de doute. Sincèrement, moi, qui suis dans le domaine de l'agriculture, j'aurais jamais cru que le monde va souffrir à ce point. Lorsque j'entends que la Hollande ou la France réglemente l'utilisation de l'eau, particulièrement en agriculture, c'est que c'est poussé à l'extrême. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, qui avons pratiquement même pas 1% de ce qui tombe en Hollande, puisque eux, ils ont des problèmes de manque d'eau. Nous souffrons sérieusement. Ça va accroître aujourd'hui le risque, bien sûr, de sécurité alimentaire Il et y de a- l'alimentation à travers le monde. Malheureusement, il n'y a pas de doute, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, allez, tout le monde le sait. Comme la priorité du point de vue réglementaire est donnée à la consommation humaine, après c'est les animaux, après c'est les cultures les cultures pérennes, et après viennent les cultures annuelles. Donc nous, on est très loin. C'est pas la soif qui va nous gêner, mais c'est beaucoup plus la production d'une catégorie d'agriculture, particulièrement celle qui est annuelle et qui a besoin d'eau, particulièrement qui tombe du ciel. Et bien sûr, c'est les céréales. Alors, par rapport à cette situation, dans notre pays, il n'a pas beaucoup plu cette saison, malheureusement. Ça risque de se compliquer davantage à l'avenir, d'où la nécessité de mettre en place une véritable politique de rationalisation de l'eau. Exactement, exactement. Malheureusement, lorsqu'on n'a pas un produit qui manque, même si on veut le rationaliser, on a toujours des contraintes. Parce que comment le rationaliser, à quel niveau, quelle est la quantité à donner, comment la partager entre les secteurs utilisateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau dans un pays est utilisée par trois grands secteurs, avec un quatrième qui n'est pas connu par tout le monde. Je vais dire un mot, c'est ce qu'on appelle l'eau grise, qui nous permet de nettoyer notre environnement. Il faut qu'il y ait une partie de notre eau qui va aller à la mer, qu'on le veuille ou non, pour nettoyer l'environnement, ce qu'on appelle l'eau grise. Donc les trois secteurs qui restent, c'est bien sûr l'AEP, qui est la plus prioritaire du point de vue réglementaire, mais qui ne représente que 3% de la consommation annuelle pratique au niveau de chaque pays via l'industrie qui varie, ce volume varie en fonction de l'industrialisation du pays. L'Algérie n'est pas tellement industrialisée, mais quand même, on a aux environs de 15 à 20% qui est consommé par l'industrie. Mais malheureusement, c'est le secteur de l'agriculture qui consomme chez nous 70%. Mais si on avait beaucoup d'eau, pour les pays qui ont beaucoup d'eau, ils peuvent aller jusqu'à 80% de la consommation, jusqu'à 85%. Donc, l'eau devient une arme. Donc, celui qui a de l'eau actuellement, il va donc dominer le monde. Et on le voit d'ailleurs depuis la guerre de l'Ukraine et de la Russie et de l'Ukraine. Il y a des perturbations énormes. Actuellement, jusqu'à maintenant, ces perturbations ont fait que beaucoup de stocks qui sont à travers le monde, je ne cite pas les pays, ils sont connus, ils ont des problèmes énormes pour écouler leurs produits parce que le mode de distribution et le circuit de distribution est complètement perturbé. Maintenant, on fait de la politique avec des produits agricoles qui sont pratiquement vitaux pour certains pays qui ne se suffisent à eux-mêmes, pas eux-mêmes. Alors, rationalisation de la consommation de l'eau n'est pas synonyme de coupure d'eau. L'eau potable ne représente in fine que 2 ou 3% de la consommation nationale. Il faut faire la distinction quand on parle de la rationalisation de l'eau, c'est-à-dire il faut aller vers les secteurs gros consommateurs d'eau. Exactement. On parle de rationalisation, je l'ai dit tout à l'heure, je le dis, c'est bien, c'est pas le secteur de l'eau potable qui nous gêne le plus, c'est beaucoup plus l'agriculture. Et si on dit rationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut être rationnel. Être rationnel, c'est quoi? C'est de gérer rationnellement le peu d'eau. Comment gérer rationnellement ce peu d'eau? C'est de savoir comment le gérer scientifiquement. Actuellement, tout est smartisé, tout est intelligent. Maintenant, il faut être intelligent dans la gestion de l'eau et de l'agriculture. Lorsqu'on parle de l'irrigation intelligente,
plante, c'est pas pour rien du tout. Actuellement, il y a des pays où l'agriculture et par exemple l'irrigation est pratiquement tout est automatisé. On ne donne que ce qu'il faut donner. On ne donne pas moins pour que la plante ne soit pas stressée, mais on ne donne pas plus pour rien du tout parce que l'environnement n'a pas besoin et la plante n'a pas besoin et on va gaspiller notre argent, notre énergie et même notre environnement s'il le faut. Lorsqu'on utilise beaucoup d'eau, c'est plus gênant parce que la plante peut s'acclimater à un manque d'eau, mais elle ne peut pas s'acclimater à un excès d'eau. Alors, on parle aujourd'hui dans notre pays d'aller vers l'irrigation d'appoint. Est-ce la solution, professeur Brahim Mouhouch, pour essayer aujourd'hui d'assurer notre sécurité alimentaire, notamment pour ce qui concerne les céréales? Si je devais vous répondre en une seule réponse, je vous dis oui. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie, il faut irriguer en complément. Mais si j'y ai 5 minutes, je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de décider d'irriguer en complément. Je dis bien que l'irrigation de complément est fondamentale lorsqu'on a une culture pluviale, il n'y a pas de doute. Mais il ne s'agit pas de décider pour irriguer. Il s'agit de savoir comment irriguer, avec quoi il faut irriguer, quelles sont les doses qu'on doit utiliser, quelles sont les fréquences qu'on doit utiliser et quels sont le tour d'eau qu'on doit utiliser. Si on ne maîtrise pas ces données-là, on a beau irriguer, ça ne marchera pas. C'est ça le principe de la rationalisation de la consommation d'eau. Rationaliser l'eau, c'est de savoir la quantité d'eau qu'il faut apporter, quand est-ce qu'il faut l'apporter, comment il faut l'apporter, la fréquence avec laquelle il faut l'apporter et surtout, orienter l'eau qu'on apporte vers une culture qui est rentable. Si j'ai 2 cultures, une avec une marge bénéficiaire plus élevée que l'autre, il n'y a pas de raison de donner de l'eau à une culture qui n'est pas une marge bénéficiaire élevée, même si c'est des céréales. Voilà le problème, c'est ça. C'est que si j'ai de la tomate, si j'ai de la pomme de terre, si j'ai des oignons, si j'ai des arbres fruitiers, malheureusement, la Balina, économiquement, il vaut mieux que je donne mon eau à ces cultures-là qui ont une marge bénéficiaire élevée, que je la donne aux céréales, parce que les céréales ne valorisent pas l'eau. C'est tout. 1 mètre cube d'eau dans les céréales ne produit que, disons, 500 grammes de blé, qui coûte 30 dinars actuellement. Alors qu'un mètre cube d'eau produit jusqu'à 5 kilos de tomates, jusqu'à 6 kilos de pommes de terre, jusqu'à 3 kilos de pommes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez la différence. Alors, par rapport à cette différence, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, transférer les cultures céréalières vers les zones où il y a cette abondance de l'eau, comme par exemple le sud du pays? Exactement. On l'a toujours dit, et tous les spécialistes le savent très bien, que l'Algérie, c'est on a un stock énorme au sud qu'on peut utiliser. Mais je l'ai toujours dit et je le redis. Il ne s'agit pas d'utiliser n'importe comment. Il faut l'utiliser aussi intelligemment parce que cette eau n'est pas facile à utiliser. Il y a des contraintes. Elle n'est pas renouvelable. Exactement, elle n'est pas renouvelable. Elle est relativement salée. Elle est parfois très profonde. Et surtout, lorsqu'on ne l'utilise pas comme il faut, il y a la salinisation qui risque de s'installer dans les sols et on va stériliser nos sols et ça ne marchera pas. Alors, il vaut mieux maintenant transférer, par exemple, les cultures céréalières vers cette zone, même en mettant en place, bien sûr, ces mécanismes de contrôle. C'est pas qu'il vaut mieux, c'est fondamental. Parce que si on veut produire beaucoup de céréales, plus de céréales, le seul moyen qui nous reste, parce qu'au nord, il n'y a pas d'eau. On n'a pas d'eau pour irriguer, pour boire. Comment voulez-vous irriguer les céréales qui consomment énormément d'eau et qui ne vous ramènent à rien du tout pratiquement? Donc, il s'agit d'aller au sud et de gérer scientifiquement et, disons, et techniquement nos cultures pour que nous ayons des rendements, je dis bien des rendements, avec rentabilisation. Il faut dépasser le seuil de rentabilité. Et des rendements sûrs. Sûr, il faut dépasser. Pas hypothéqués. Oui, il faut dépasser le seuil de rentabilité. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller au sud et de faire 30 quintaux à l'hectare. Parce que le seuil de rentabilité est beaucoup plus que 30 quintaux à l'hectare. Celui qui fait 35 ou 36 quintaux à l'hectare, il est pratiquement voué à l'échec. Alors, si je C'est l'instruction du président, c'est d'augmenter les rendements à l'hectare. Oui, exactement. Il a raison. Mais il a même proposé 30 quintaux à l'hectare à l'échelle nationale, mais pas au sud, à l'échelle nationale. La moyenne, c'est normal. Parce qu'actuellement, nous faisons 17 quintaux à l'hectare au nord. C'est vraiment très peu. Mais au sud, si on gère bien les pivots, si on gère bien l'eau, les doses d'arrosage, les fréquences d'arrosage et le tour d'eau, on peut facilement faire, je dis bien, une moyenne. Il ne faut pas parler de 80 quintaux à l'hectare parce que beaucoup de gens qui philosophent, ils vous disent on a fait 80 quintaux à l'hectare. Moi, dans 1 mètre carré, je peux faire 400 quintaux à l'hectare. Oui, parce que je vais chouchouter ma parcelle et je produis ce que je veux. Mais à grande échelle, on ne peut pas actuellement, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Le Sud, c'est comme un grand malade. Si on s'en occupe comme il faut, ça marche très bien et il vit mieux que nous. Si on ne s'en occupe pas, en une journée, tout passe à côté.
Parce qu'au sud, s'il n'y a pas d'eau pendant 2-3 jours, au mois de mai, la culture passe à côté. On ne récolte rien du tout. Par contre, au nord, on peut rester 15-20 jours sans irrigation et on n'a pas de problème. Alors, bien sûr, les céréales, c'est devenu une arme de guerre aujourd'hui pour affamer les populations, notamment avec la crise russo-ukrainienne. Ça s'est accentué. La Russie qui va interdire, bien sûr, les exportations des céréales de l'Ukraine. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question, bien sûr, fondamentale aujourd'hui. Les céréales, c'est un produit stratégique dans notre pays. Sa consommation est en hausse d'année en année. Nous sommes dépendants, bien sûr, de l'importation. Nous importons des quantités importantes. Est-ce qu'on peut changer aujourd'hui ce modèle de consommation vers d'autres cultures ? Maintenant, Trouver des alternatives oui, il n'y a pas au de blé doute. tendre et dur. Il n'y a pas de doute. Vis-à-vis de moi-même, je vous dis que c'est la meilleure solution. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Je connais la ration alimentaire de l'Allemagne, par exemple. Les Allemands consomment 40 kilos de céréales par jour, par an. C'est pas 250 kilos comme nous. Voilà. Bien sûr, dans les 250 kilos, ce n'est pas nous qui les consommons, mais c'est la frontière qui les consomme. Mais quand même, nous consommons aux environs de 200 kilos par personne et par an. Eh bien, si on arrivait à rendre notre ration alimentaire plus objective et même plus utile pour l'organisme. Parce que lorsqu'on mange beaucoup de céréales, c'est des aliments qui sont dangereux pour l'humain. Il faut diminuer au maximum. Donc, on aura gagné dans tous les sens. Si on arrivait à consommer, je ne dis pas 40 kilos, mais seulement 60 kilos, on ne va pas importer de blé, de céréales. Vous voyez, c'est très simple. Et on gaspille une quantité importante en matière de pain. Oui. Et ça aussi, c'est de l'argent importé indirectement. Exactement. On ne s'en rend pas compte quand on l'achète, mais les céréales, ça a un coût. C'est les céréales importées et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et il faut sentir ce que sont les spécialistes. Moi, lorsque je vois un pain jeté, ça ne me fait pas plaisir pour le pain. C'est des millions de baguettes jetées. C'est 600 litres qu'on a jeté d'eau. 600 litres. C'est 100 kilos. C'est le mal pour un pain. Il faut qu'on soit objectif dans ce que nous faisons. Et tous ces produits-là viennent avec des devises lourdes. Donc, alhamdoulilah, ya Rabbi, on a le pétrole. Mais il y a des pays qui sont à la limite. Je voyais la télévision ce matin, la Somalie, l'Éthiopie, ils sont à la limite de la famine, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais nous, alhamdoulilah, la sécurité alimentaire existe, alhamdoulilah, à cause du pétrole. Si par mal le pétrole nous fait défaut, ben, Rabbi Istar. Donc, la sécurité alimentaire devient une arme très redoutable parce qu'un responsable quelconque, je ne dis pas un militaire, qui ne boit pas son verre d'eau et son verre de lait le matin avec un bout de pain, il ne pourra pas défendre son pays, même s'il a tous les moyens. Il ne le fera pas. Donc, et les spécialistes le savent très bien. L'alimentation, c'est le nerf de tout. Les gens disent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je vous assure que ce n'est pas l'argent qui est le nerf de la guerre, c'est beaucoup plus le pain, ce qu'on mange. Alors, justement, par rapport à ce manque de pluie, cette situation risque de compromettre notre sécurité alimentaire pour certaines filières, je précise bien pour certaines filières stratégiques, comme par exemple les céréales, où on commence déjà à exprimer des inquiétudes par rapport à la saison en cours. Vous avez bien fait d'attirer mon attention, c'est très sérieux cet aspect-là. Je l'ai dit à plusieurs reprises. On se plaint toujours pour les céréales, mais personne ne parle des autres produits. Les عام كامل الحمد لله موجودين. الحمد لله, il y a des pays, les produits, les légumes et les fruits, ils sont importés à 100%. On n'importe rien du tout du point de vue légumes. عام كامل le marché plein. Les fruits également. Oui, et les fruits également. Et on n'a que 4 produits qui nous font défaut. Il suffit de prendre au sérieux ce que nous voulons faire et ça marcherait comme il faut. Donc, il suffit de savoir comment gérer nos ressources relatives aux céréales, aux produits laitiers, les produits, les huiles en dehors de l'huile d'olive et certains produits qui sont minimes du point de vue importance. Voilà. Mais le reste, nous assurons tous nos besoins. Alors, professeur Brahim Mouhou, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, à savoir maintenant, bien sûr, cette question de l'eau qui devient une préoccupation majeure, où on parle même dans les pays qui connaissent une abondance d'eau, bien sûr, de sécheresse. C'est une question qui aujourd'hui devient urgente. La sécheresse, il faut en parler et savoir comment en parler. Mais effectivement, quoique nous en Algérie, on est
relativement habitués à ces sécheresses, à ce manque d'eau. Mais il y a des pays qui n'étaient pas habitués du tout à ça. Et ils sont heurtés. Nous, on est passé de pays arides à semi-arides à pays arides, mais aujourd'hui, on peut parler de sécheresse. Oui, il n'y a pas de doute. Parce que la sécheresse, il y a 3 sécheresses, madame. La sécheresse, il y a la sécheresse hydrologique, c'est lorsque l'eau ne coule pas dans les cours d'eau. Il y a la sécheresse climatique, c'est lorsqu'il manque une part de pluie qui doit tomber, une fraction. Et il y a ce qui est dangereux, c'est la sécheresse réelle de l'agriculture agricole. La sécheresse agricole, c'est lorsque les plantes sont stressées, c'est lorsqu'il n'y a pas assez d'eau pour que les plantes se développent. Donc si elles ne se développent pas, elles ne produiront pas de produits. Il n'y aura pas de production et de récolte. Donc il y a 3 types. Et le type le plus dangereux, il y en a ici actuellement, c'est que les sols sont pratiquement à sec. Les plantes ne consomment le minimum vital. Et lorsqu'il y a le minimum vital, ils ne peuvent pas synthétiser pour produire la production qu'ils doivent récolter. C'est la conséquence des changements climatiques. Il fallait s'y attendre, s'y préparer. Oui, il n'y a pas de doute les conséquences du changement climatique. Moi, je préfère dire perturbation climatique parce qu'il y a des pays qui souffrent encore d'inondations. Disons, le climat devient aussi capricieux, comme tout le monde d'ailleurs. Et je pense que pour le cas de l'Algérie, c'est beaucoup plus le changement climatique que les perturbations climatiques. Parce qu'on a rarement les inondations qui sont vraiment à signaler. Mais on a eu quand même des inondations dramatiques. Il y a 20 ans, on a eu. Beb Loued, Raldaïa, on s'en souvient encore. Oui, il y a 20 ans, oui, malheureusement. Mais on n'a pas comme certains pays. Il y a des pays où c'est la catastrophe. C'est vraiment. Je reviens à la sécheresse. La sécheresse, ça devient le premier facteur limitant de la production agricole. Donc il faut se comporter avec cette sécheresse comme un ennemi. Et l'ennemi, il faut savoir quel est son point faible. Et le point faible, c'est quoi? C'est de gérer le peu d'eau dont nous disposons. Parce que nous avons très peu d'eau, particulièrement au nord. Je dis au sud, nous sommes parmi les plus riches dans le monde. C'est pour ne pas dire les plus riches, parce que notre stock souterrain d'albien est probablement le plus important du monde. Donc, en dehors de cette nappe, on est toujours sous stress. Et lorsqu'on est sous stress, particulièrement tout ce qui est vivant, particulièrement les animaux et les végétaux, la production s'annule pratiquement et ne progresse pas avec le temps. Alors il faut c'est-à-dire favoriser actuellement le goutte à goutte pour l'irrigation. Il n'y a pas de doute. Une des techniques, ce qu'on appelle la gestion rationnelle, dont on a parlé. Pour les maraîchers. Exactement. Non, le goutte à goutte peut être utilisé pratiquement pour tout, sauf pour les grandes cultures. C'est pas économique. Mais sinon, pour l'arboriculture, pour le maraîchage, pour le culture industrielle, actuellement pour la pomme de terre, on l'utilise. Donc, en Algérie, il faut opter à 100% pour le goutte à goutte parce qu'il nous permet de bénéficier, c'est-à-dire d'économiser parfois plus de 50% de l'eau utilisée. Ça veut dire que l'irrigation d'1 hectare peut nous irriguer 2 hectares. Et ça, c'est énorme pour un pays comme le nôtre qui n'a pas beaucoup d'eau. Il y a aussi l'irrigation par aspersion sous toutes ses formes. Il y a aussi, on peut économiser 20 à 30% de l'eau dont a besoin la plante. Et ça, il faut vraiment miser sur ces 2 techniques, ce qu'on appelle les techniques nouvelles d'irrigation qui rentrent dans le cadre de cette gestion rationnelle dont on a parlé au début de l'émission. Alors bien sûr, nous connaissons des pays qui ne connaissent pas une forte pluviométrie, comme par exemple certaines régions du Moyen-Orient, mais qui arrivent aujourd'hui à développer leur agriculture avec des moyens modernes. Alors vous avez la sécurité alimentaire qui est essentielle pour l'avenir économique de notre pays. Une révolution verte avec bien sûr des partenaires pourrait être envisagée à l'avenir, professeur Brahim Mouhouch, avec les Indiens, les Argentins, les Brésiliens ou les Chinois, pour déclencher une stratégie agricole efficiente. Alors, il faut faire très attention à ça. C'est bien d'être ambitieux. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas dépasser la nature. On peut produire, par exemple, dans un pays qui souffre de manque d'eau, qui n'a pas de sol, on peut toujours produire des produits. Mais à quel prix? Mais la science évolue, professeur Brahim Mouhouch. Effectivement, elle évolue de jour en jour. Actuellement, on parle de l'agriculture verticale et ainsi de suite. Mais je vous dis qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on fait de l'agriculture hydroponique, on fait 10 fois plus de rendement par hectare, mais ça coûte les yeux de la tête. C'est vrai que ça nous permet de ne pas mourir de faim
en cas de nécessité, surtout pour certains pays qui n'ont pas de sol, parce que l'Algérie... Oui, il y va de notre sécurité alimentaire. Il n'y a pas de doute. Il y a pas de- Mais le problème, c'est qu'il y a pas, il y a des pays qui n'ont pas d'argent pour se payer ça. Ceux qui peuvent se le permettre, il n'y a pas de problème, ils peuvent le faire. Oui, pour sauver leur vie, ils le font. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas le faire. Un hectare de céréales, c'est le 1/100 d'un hectare d'hydroponie, madame, du point de vue frais de production. 1/100, c'est-à-dire un pour... voilà. Mais c'est stratégique également pour l'avenir de notre pays, puisque maintenant, on l'a vu, la sécurité alimentaire est devenue également une arme de guerre pour affamer les populations, ne plus être dépendantes de l'extérieur. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de la rationalisation. Il faut aller vers, par exemple, les niches, les grandes consommatrices d'eau pour l'industrie. Il faut rationner. Ah, je dirais un petit mot avant de passer à l'industrie, c'est important. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que l'eau qu'on doit utiliser, il faut l'orienter vers les activités rentables et stratégiques. Vous l'avez déjà dit, Oui, professeur Moukouche. alors maintenant, l'industrie, il n'y a pas de doute, c'est vrai. L'industrie, il y a un créneau qui est très important, mais les gens ne veulent pas se rendre à l'évidence. L'industrie n'a pas besoin d'eau potable. Il faut qu'on se le mette dans la tête une fois pour toutes. Recyclage d'eau. Le recyclage d'eau. Mettre en place au niveau des usines un mécanisme de recyclage d'eau. C'est tout. Je ne parle pas de certains systèmes, certaines machines qui sont très sensibles, peut-être plus que l'homme, donc à la limite. Mais il y a 90% des industries n'ont pas besoin d'eau potable. C'est comme... Il faut inciter les entreprises à mettre en place des mécanismes de recyclage de l'eau. Le recyclage, normalement, la loi de l'eau exige que chaque industrie polluante traite son eau. Allez, je le dis à haute voix. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait pratiquement. Donc il faut arriver à le faire, parce que si chacun le fait, si chaque industrie polluante traite son eau, la recycle et l'utilise objectivement, et on n'aura pas autant de problèmes que nous vivons actuellement. Et le problème, je reviens à ça, c'est que non seulement on pollue, mais on ne paye rien du tout pour cette eau-là. Parce que l'eau n'est pas valorisée à sa juste valeur. Un mètre cube d'eau qui produit quelque chose, ou qui refroidit quelque chose, ou qui lave quelque chose, il faut qu'on la cède à l'utilisateur avec ce prix. Lorsque j'utilise un mètre cube d'eau pour produire 2 kilos de fraises, ce n'est pas comme 2 kilos de blé, c'est le 1/100. Parce que 2 kilos de fraises, ça fait 1000 dinars. Mais 2 kilos de blé, ça fait 100 dinars. Voilà. Alors, il faut, pour cette rationalisation, aller vers aussi, par exemple, le règlement ou le traitement en urgence des questions des fuites d'eau, parce qu'on perd beaucoup d'eau par rapport aux fuites. Effectivement. On l'a toujours dit. Effectivement. C'est l'équivalent de 30 voire 40%. C'est 40% actuellement. L'année dernière, alors qu'on envisageait d'aller vers 18%, ça n'a pas été le cas. Oui, il y a des pays qui arrivent jusqu'à 7-8%. Les pays qui maîtrisent bien de pertes. Mais nous, on était à 50% il y a 5 ou 6 ans ou 10 ans, mais maintenant on parle un peu de 35 à 40%. Et quand même, c'est trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mobiliser, traiter, potabiliser 100 mètres cubes et on n'utilise que 50 ou la 60. Combien on perd, professeur Brahim Moukouche? 40% normalement, en moyenne. Ah oui, en mètres cubes, cela représente combien? C'est pour l'utilisation. Actuellement, l'eau potable, c'est-à-dire utilisée pour l'eau potable, c'est 3 milliards. Donc, prenons 40% des 3 milliards. C'est à peu près 800 millions qui sont purement et simples. Non, plus. C'est 1 milliard, donc 50%, 1 milliard 200 de mètres cubes d'eau. C'est plus que Beni Haroun. Et c'est plus que l'eau que l'on jette avec les égouts, Hachak. Alors, comment mettre en place aujourd'hui, par exemple, une politique de rationalisation en direction, par exemple, des consommateurs également qui perdent parfois de l'eau? Est-ce qu'il faudrait durcir, par exemple, les mesures en direction de ceux qui lavent leur voiture avec de l'eau potable? Oui, c'est un peu névralgique cette question. Elle est très sensible. On n'arrive pas à la mettre en place. Oui, elle est sensible parce que l'eau n'a pas un prix. L'eau a une valeur. L'eau a une valeur, il faut qu'on se le mette dans la tête. Parce qu'un verre d'eau, lorsqu'on a soif, en plein désert, on peut le payer 1 million pour ne pas mourir. Mais si on est devant une inondation, on va courir. C'est vital. Donc, si c'est vital, il ne faut pas la céder pour rien du tout. Je reviens à dire que c'est vrai que le citoyen algérien, probablement, il ne peut pas payer sa facture. Oui, il y a une couche de citoyens qui ne peuvent pas payer même à 6 dinars le mètre cube d'eau, la première tranche. Mais s'il le faut, madame, on peut leur donner l'eau gratuitement, ces gens-là, qui ne peuvent pas payer. Mais celui qui utilise l'eau comme matière première, il faut qu'il paye. Est-ce que l'eau, aujourd'hui,
ce n'est pas l'affaire des administratifs, mais c'est l'affaire de spécialistes. Il faut inverser la tendance. Oui, les spécialistes, ils sont acculés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien gérer, mais ils n'ont pas les moyens de gérer, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour gérer. Le problème, c'est qu'ils commencent à la cuisine. Chez la dame qui est dans sa cuisine. La ménagère. Oui, l'ouverture d'un robinet, madame. Ça paraît simple. Lorsqu'on ouvre un robinet à un quart de tour, avec le deuxième quart de tour, il multiplie par 2 le débit. Ça veut dire que lorsqu'on veut gérer l'eau objectivement, on peut le faire, techniquement, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que la valeur de l'eau en Algérie n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. 6 dinars le mètre cube d'eau, la première tranche, expliquez-moi quelle est la chose qui pèse 10 قناطر تاع الماء ب 6 dinars. Je vous demande, n'importe le monde entier, mais non, je ne dis pas qu'il faut augmenter les prix de l'eau. Il ne faut pas que je me fasse comprendre mal. Je vous dis, si une couche de citoyens ne peut pas payer l'eau, elle n'appelle pas. Ce qui me dérange, c'est que lorsqu'on utilise l'eau comme matière première, qui fait fonctionner des industries, des économies, des machins, là, il faut qu'on paye. Parce que c'est une matière première pour l'individu. Mais le citoyen, quelqu'un qui est à l'hôpital, il boit un verre d'eau. Pourquoi voulez-vous qu'on l'oblige à payer l'eau plus que 6 dinars? Il peut payer moins 0 dinars, parce que c'est une nécessité. Mais lorsqu'on utilise l'eau comme matière première, pour la respecter, il faut qu'elle ait sa valeur. Bien sûr, en rappelant aux auditeurs que l'AOP ne représente que 2 à 3% de la consommation globale de l'eau. Alors, professeur Brahim Mohouch, est-ce qu'il faut enseigner, par exemple, la question de la rationalisation de l'eau déjà au niveau scolaire, au niveau de l'école? Il n'y a pas de doute, c'est la première des choses à faire, parce que l'Algérie n'a pas de problème, je l'ai toujours dit. L'Algérie n'a pas de problème en dehors du problème de l'eau, madame. On n'a pas de problème avec notre nature, avec notre superficie, avec tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, on a ce problème de manque d'eau, de manque de pluviométrie. Bien qu'on a beaucoup d'eau au sud, il ne faut pas se tromper. Et heureusement. Mais en Algérie, en dehors de l'eau, on n'a pas de problème, alhamdoulilah. On peut solutionner tout, mais l'eau, comme ça vient du ciel, on ne peut rien faire. L'eau, ça va devenir un objet de guerre à l'avenir. On le voit avec le Golan. Mais les spécialistes le disent depuis des années. Le Golan. Oui, mais pas seulement le Golan. Si vous savez le problème qui se pose entre la Syrie, la Turquie et l'Irak et la Turquie, je vous assure que si ça éclate, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que la Syrie et l'Irak et l'Égypte reçoivent 96% de leur vie, l'eau avec laquelle ils vivent de l'extérieur. L'Égypte et le Soudan par rapport au Nil. Oui, c'est ce que je veux dire. Et le Frat et le Dejla ou le Frat fait Syrie ou l'Irak, c'est pire encore. Parce que actuellement, la Turquie, elle est en train de serrer les vis. Eh bien, toute l'agriculture passe à côté. Je ne parle pas de l'eau potable. L'eau potable, on ne mourra pas de faim, de soif. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a aucun problème, même pour l'industrie. Parce que l'industrie, c'est une question qui produit beaucoup. La valeur ajoutée du mètre cube d'eau, ça produit beaucoup. On peut même l'acheter de l'étranger. On peut même à la limite refroidir pour boire la saïda. Les gens boivent la saïda qui coûte 100 fois plus cher que l'AOP. Pour vous dire que l'AOP n'a pas de problème. 90% des Algériens, je dis pas, peut-être 50% des Algériens consomment l'eau minérale qui coûte probablement 100 fois plus. Parce que le mètre cube d'eau coûte 6 dinars. Alors que le litre et demi coûte 30 dinars. C'est 1%. Y a pas de... Mais c'est l'agriculture qui nous bousille. L'agriculture. C'est pas l'agriculture. La production agricole a besoin d'eau. Alors, comme on l'a dit un instant, professeur Brahim Mohouch, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'eau va devenir une question qui va déclencher bien sûr des conflits avec plusieurs États. C'est une question stratégique, c'est une denrée stratégique, il faut le rappeler aux auditeurs. L'eau, c'est comme les céréales, c'est une denrée précieuse et même dans notre Coran, il est dit que tout est tout est à la base de l'eau et l'eau, c'est la vie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur. Il vous dit aujourd'hui, on mène des politiques, mais on met pas, c'est-à-dire on met en place bien sûr des stratégies pour aller vers le dessalement, le recyclage de l'eau, l'exploitation par exemple de l'albien au niveau du sud du pays, mais aucune politique pour aller vers la rationalisation de la consommation de l'eau. Comment l'expliquer aujourd'hui? Madame, est-ce que c'est pas une sorte de contradiction, une dichotomie? Pourquoi voulez-vous que les gens rationnent quelque chose qui n'a pas de valeur, madame? Parce que
le citoyen, il faut qu'il sache dans la facture qu'on lui donne, derrière la facture, il faut qu'on lui écrive que le mètre cube d'eau qu'il consomme coûte, par exemple, 100 dinars et qu'il ne paye que 6 dinars. Alors, au moins, il est sensibilisé. C'est comme le pain aussi. Le citoyen ne sait pas, alors, il paye probablement 15 dinars ou 20 dinars le pain. Sa valeur réelle est de 100 dinars ou de 150 dinars. Il faut que le citoyen, il faut qu'il comprenne le phénomène. Les gens croient que c'est la valeur, ils croient que c'est la valeur. Alors que le citoyen en Algérie, la première tranche, c'est 6%. Le citoyen ne paye que 6% de la valeur de l'eau. Et encore pire pour le dessalement. Le dessalement coûte au moins 200 dinars et on la cède à 6 dinars. Et je reviens à ce que j'ai dit pour ne pas me faire comprendre. Je ne veux pas qu'on augmente les prix comme ça. C'est il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur facture. Voilà que celui qui utilise cette eau comme matière première, ce n'est pas normal de le faire. Alors la sécurité alimentaire à l'avenir risque de connaître des perturbations avec l'intervention de la Russie qui va interdire l'exportation du blé Ukraine. Professeur Brahim Mahouch. Oui, la Russie a décidé la semaine dernière de ne pas laisser passer le blé, les engrais, les phytosanitaires. Alors qu'il y avait un accord auparavant. Oui, il y avait un accord sous l'égide de l'ONU, sous l'égide de la Turquie, disant que l'embargo qui était appliqué à la Russie est stoppé. Et pour que la Russie laisse passer tous les produits à l'Ukraine à travers ses eaux territoriales. Et bien malheureusement, la Russie, apparemment, elle a 29 milliards de dollars de déficit au premier semestre, donc automatiquement, elle a constaté qu'il n'y a pas l'embargo qui était appliqué sur elle n'est pas cassé, et elle a décidé que si les Occidentaux maintiennent leur pression sur la Russie, il va arrêter le passage des produits céréaliers et phytosanitaires pour la vente. Ça va compliquer les choses. Ça va compliquer sérieusement. Ça va accentuer la crise alimentaire à travers le monde, puisqu'on a vu certains pays qui souffrent aujourd'hui de sous-alimentation. Oui, j'ai vu ce matin et hier, ça m'a choqué. La Corne de l'Afrique et l'Éthiopie, ils sont à la limite de la famine. Monsieur Guterres est sur place pour voir de visu ce qui se passe, parce que c'est une catastrophe. Pour le monde entier. Le monde entier. Non, les gens riches, les pays riches, ils peuvent se permettre il y a plusieurs méthodes. Mais le danger, c'est les plus névralgiques, c'est les pays pauvres, c'est qui n'ont pas de pétrole, n'ont pas de moyens, n'ont pas de ressources. Et il y a un bon nombre, il doit y avoir 27 à 30% des pays qui ont des problèmes énormes de survie du point de vue achat de l'étranger de beaucoup de produits de base. Alors, pour gérer les irrigations d'appoint, ne faudrait-il pas doter les céréaliculteurs de pluviomètres simples en plastique? C'est-à-dire, il y a des moyens de contrôler le niveau d'irrigation. C'est la question de l'auditeur, qui est très pertinente. C'est bien, c'est très pertinent. Mais monsieur ou madame, pour avoir un pluviomètre, il faut avoir de la pluie. Notre problème, ce n'est pas le pluviomètre. Parce que le pluviomètre, non, il parle de l'appoint. L'irrigation d'appoint. Oui, c'est très juste. Non, il a raison, lui. C'est-à-dire l'irrigation par l'eau potable. Il a raison, parce que si on n'a pas de pluviomètre, on ne saura jamais combien apporter. De pluie. Oui, si on n'a pas de pluviomètre dans la région, c'est pas tout agriculteur qui doit avoir ça, mais au moins dans un rayon on peut se passer par téléphone, combien tu as eu de pluie, il a fait les classer. Mais c'est fondamental d'avoir c'est la première des choses à faire, c'est de savoir faire le bilan, combien est tombé du ciel et combien a besoin de ma plante, la différence je dois apporter. C'est normal, c'est clair. Eh bien, c'est très pertinent. Alors, y a-t-il des zones aujourd'hui céréalières qu'on peut qualifier comme sinistrées par rapport au manque de pluie? Est-ce qu'il faut les identifier? Oui. Puisqu'on connaît les zones céréalières. Oui, actuellement, les hauts plateaux qui ont entre 300 et 400 mm, c'est les plus touchés. Et jusqu'à maintenant, la météorologie dit qu'on a moins de 5% de pluviométrie. Ça veut dire que nos cultures ont consommé moins de 50% de ce dont ils ont besoin. Et l'endroit le plus névralgique du point de vue manque d'eau, c'est plus on va vers le sud, plus ça va diminuer. Donc au nord, on a des endroits où il y a 600 mm, 650 mm, mais sur les hauts plateaux, il y a pratiquement 300 à 400 mm. C'est les zones les plus névralgiques, d'autant plus que 80% de nos céréales viennent des hauts plateaux. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait atteindre des niveaux de certains pays qui, il y a quelque temps, étaient en difficulté par rapport à la production et ils exportent, que ce soit pour, bien sûr, la production animalière ou pour l'agriculture? Professeur Brahim Mahouch, vous avez par exemple l'Arabie Saoudite qui commence à exporter son lait et qui commence à exporter certains produits agricoles. Même principe pour les Qataris.
qui exportent leur lait. Alors, il ne faut pas se tromper, madame, mais vous avez raison. C'est juste ce que vous avez dit à 100%. Mais je reviens, pour produire un produit à l'exportation, il faut qu'il soit rentable. Il faut qu'il soit produit d'une manière rentable. Donc, il y a un seuil de rentabilité. Si l'Arabie Saoudite trouve des moyens pour produire du lait et l'exporter, mais à mon avis, la chose la plus simple, on n'a pas pu la faire. C'est les céréales. Les plus simples à faire, c'est la culture la plus simple à réaliser. Ben, si l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres pays peuvent produire des produits laitiers et dérivés, c'est bien. Voilà, je vous dis que c'est très difficile. L'Algérie, par exemple. Je m'imagine mal l'Algérie produire du lait, des produits laitiers et dérivés et les exporter maintenant. Peut-être dans 15-20 ans, avec la technologie qui évolue, c'est possible. Avec des partenaires étrangers, nous allons exporter, professeur Brahim Mahouch, avec les Qataris qui sont en train de s'installer du côté de Djelfa. Alors, il faut faire la guerre aux fuites. Il n'y a pas de doute. On a 40% de fuite et ça, c'est pas normal qu'un pays qui souffre du manque d'eau se permet de gaspiller de l'eau. En un mot, normalement, il faut sanctionner sérieusement celui qui est à la cause, qui est la cause d'une fuite, d'une perte ou de la non-maîtrise de l'irrigation lorsqu'on utilise l'eau de l'État. Alors, quelle est la solution radicale aujourd'hui pour régler notre problème de l'eau? Professeur Brahim Mahouch, est-ce qu'on pourrait, c'est la question de imaginer à l'avenir qu'on pourrait réaliser par exemple des transferts de l'eau du sud vers le nord? Oui, je reviens au lait. Non, répondez à ma question. Même chose, madame. C'est exactement le même. Je fais le parallèle. L'eau, lorsqu'on la transporte sur de grandes distances, elle devient plus chère que si on l'achetait de l'étranger. Oui, il faut me comprendre. Mais on avait envisagé en 2001 d'apporter de l'eau de Marseille. Oui. 100 km, 200 km, c'est très possible. Il n'y a aucun problème. Mais longue distance, c'est difficile. Mais sinon, c'est la seule solution qui nous reste. C'est des grands transferts. Ça se fait. On l'a fait, Inch'Allah t'amènera 700 km. On le fait 700 km, il n'y a pas de doute. Mais combien ça coûte? C'est seulement ça qui nous gêne. Sinon, c'est très faisable, aucun problème. Alors, le dessalement, c'est notre salut. Oui. Mais pour les 14 wilayas côtières? Pour le Nord, il n'y a aucun doute. Il n'y a que cette solution qui nous reste avec, bien sûr, ne pas oublier quelque chose de très important. 1,5 milliard mètres cubes d'eau qu'on jette à la mer et qu'on peut utiliser au moins pour 800 ou 1 milliard de mètres cubes d'eau sur les 1,5 milliard. Il faut trouver un moyen de redynamiser les stations d'épuration pour pouvoir au moins retenir 800 millions de mètres cubes sur les 1,5 milliard pour pouvoir utiliser cette eau dans les secteurs, par exemple, tels que l'agriculture, les lavages des trottoirs, le refroidissement des moteurs, les forêts, les incendies de forêt, les espaces verts. Il y a 32 000 domaines où on peut utiliser cette eau. Alors pour le recyclage de l'eau dans toutes les entreprises et à travers bien sûr toutes les usines, on peut mettre en place également des mécanismes de recyclage de l'eau même dans les domiciles. Professeur Brahim Mahouch, certains pays sont en train de l'adopter. Exactement. L'Allemagne par exemple. C'est pas qu'on peut, on doit. Il faut que chaque usine polluante doit installer sa méthode d'épuration de son eau. Partout, même dans les entreprises, les grandes entreprises. Alors, même au niveau par exemple de la radio. Alors les céréales, au niveau de l'Ouest, sont compromis, il n'a pas plu à l'Ouest. Ils sont plus compromis que le centre et surtout les hauts plateaux. Et les hauts plateaux. Oui, parce qu'il y a des hauts plateaux aussi à l'Ouest. Ils sont encore plus endommagés parce qu'ils n'ont pas assez de pluie pour, permettre le développement normal des céréales. Professeur Brahim Mahouch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation.